Je souhaite vous adresser une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer d'histoires comme celle-ci, pleines de mystères, de découvertes et de révélations surprenantes. Activez les notifications et rejoignez notre communauté en indiquant d'où vous regardez et en partageant vos impressions. Votre participation donne vie à chaque récit et nous encourage à vous proposer toujours plus d'histoires authentiques et marquantes. Le milliardaire Étienne Moreau-Hill n'achetait pas de biens immobiliers par vanité. Chaque acquisition était calculée, froide, consignée dans des tableurs qui réduisaient des siècles d'histoire à des chiffres. Malgré cela, en atterrissant en hélicoptère au-dessus des champs brumeux de l'intérieur de région de la Dordogne, quelque chose échappa au contrôle de la logique qui avait toujours guidé sa vie. Le manoir se dressait là depuis plus de 200 ans, en retrait de la route principale, entouré d'arbres centenaires qui semblaient pousser dans un désordre délibéré. Le toit d'ardoise s'affaissait par endroits. Les fenêtres étaient condamnées par des planches pourries et la façade de pierre portait des taches sombres que le temps ne pouvait expliquer. La propriété était restée abandonnée pendant 8 décennies, elle s'était transmise d'héritier en héritier sans jamais être habitée. Aucun d'eux n'avait souhaité y vivre, aucun n'avait expliqué pourquoi. Étienne n'a pas posé la question. Il avait acquis la demeure pour une somme dérisoire, ignorant les rapports faisant état d'événements étranges, de incidents historiques et d'un silence documentaire depuis 1945. Pour lui, la propriété n'était qu'un projet de restauration prestigieux de plus, un moyen de renforcer son image de mécène du patrimoine français. Le passé ne l'intéressait pas, seul le résultat final comptait. L'antagonisme ne se manifestait pas sous forme humaine, du moins pas immédiatement. Le véritable conflit prenait racine au sein même de la maison, qui résistait à l'idée d'être touchée. Dès le premier jour de l'inspection, de petits détails clochaient, des outils disparaissaient, des portes ouvertes restaient verrouillées quelques minutes plus tard. L'air y était lourd, non pas à cause de moisissures, mais d'une atmosphère difficile à définir, comme si chaque pièce recelait quelque chose d'indicible. Lors de l'inspection initiale, les architectes ont relevé des fissures, des poutres fragilisées et d'importantes fuites. Rien d'inhabituel pour un bâtiment de cet âge. Ce qui a retenu leur attention, c'est sous-sol. Il n'était pas prévu dans les plans initiaux. Sous l'escalier principal, derrière un panneau de bois sculpté, se trouvait une porte en fonte encastrée dans la pierre. Ni poignée, ni serrure apparente. Juste une plaque rouillée, partiellement illisible, avec des chiffres gravés à la main, 1944. L'équipe tenta de forcer l'entrée, mais renonça en constatant l'épaisseur excessive du métal. Un des ouvriers suggéra de laisser l'ouverture fermée. Il le dit sans regarder Étienne. C'était presque une supplique. Étienne autorisa immédiatement l'ouverture. Sa décision n'était pas motivée par la curiosité, mais par le besoin de contrôle. Rien sur sa propriété ne devait rester inaccessible. Il ordonna de faire appel à des experts, ignorant les murmures des ouvriers, dont beaucoup étaient des habitants du quartier qui évitaient même de prononcer le nom du manoir. Les jours suivants, la présence d'Étienne commença à inquiéter les habitants du village voisin. Certains reconnurent le nom de famille. D'autres eurent simplement le sentiment que son arrivée rouvrait des souvenirs que le temps avait tenté d'enfouir. Un vieux marchand traversa même la rue à sa vue. Une dame ferma ses fenêtres dès que le convoi de voitures passa. Rien de tout cela n'a été jugé pertinent. Au fur et à mesure que les préparatifs de rénovation avançaient, de vieux documents ont refait surface dans des cartons oubliés au grenier. Des reçus, des lettres incomplètes, des archives administratives brutalement interrompues pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. On y trouvait des noms barrés, des dates sans contexte et des références à des personnes qui avaient tout simplement disparu des documents officiels. Aucun corps, aucun acte de décès. Les tensions s'exacerbèrent lorsqu'un des ingénieurs refusa de poursuivre les travaux après avoir entendu des bruits métalliques provenant du dessous de la maison. Tôt le matin, des bruits rythmiques, comme si quelque chose était lentement traîné sur de la pierre. Étienne attribua l'incident au stress et remplaça l'ingénieur le lendemain. Le travail devait avancer. Le matin où ils réussirent enfin à défoncer la porte du sous-sol,
Personne ne célébra. Le bruit du métal qui céda résonna dans toute la demeure, et le silence qui suivit fut absolu. L'air qui s'échappa était glacial, imprégné d'une odeur ancienne, sèche et indéfinissable. Ce n'était ni de la décomposition, ni de la moisissure. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de préservé. La lumière révéla un escalier étroit descendant dans l'obscurité, des murs de pierre parfaitement conservés et des marques au sol qui n'étaient mentionnées dans aucun rapport d'expertise. Ce n'étaient pas des fissures, c'étaient des rainures, des griffures répétées au même endroit, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper à maintes reprises. Étienne est tombé le premier. Chaque étape l'éloignait un peu plus du récit rassurant d'un investissement immobilier et le rapprochait d'un crime non résolu, enfoui non seulement sous le manoir, mais aussi sous le silence de toute une région. La rénovation, censée restaurer le passé, était sur le point de déterrer-le. Et la cave, scellée depuis 80 ans, n'était pas vide. La descente à la cave non seulement apportait une nouvelle lumière, mais révélait aussi des failles invisibles dans le monde soigneusement contrôlé d'Étienne Moreau. L'escalier de pierre menait à un environnement qui semblait avoir été isolé du temps. Les murs ne présentaient aucune trace d'infiltration d'eau, comme s'ils avaient été soigneusement préservés. Le sol, en revanche, racontait une toute autre histoire, des marques profondes et parallèles, concentrées près d'un mur précis, indiquaient des mouvements répétés et persistants. Le sous-sol n'était pas grand, ses dimensions étaient parfaitement adaptées à un espace fonctionnel, non habitable. Au centre, une table en bois, noircie par le temps, se dressait, solidement ancrée au sol par des supports métalliques. Des chaînes rouillées pendaient de chaque côté, certaines encore fermées. Aucun ornement, seulement l'utilité. Chaque élément semblait servir un but précis, méticuleusement planifié. Étienne observait tout sans un mot. Son expression restait neutre, mais son regard parcourait rapidement les détails, établissant des liens entre eux. Il n'était pas du genre impulsif. Son passé lui avait appris que survivre signifiait anticiper les risques. Fils d'un industriel ayant prospéré dans la France d'après-guerre, Étienne avait grandi entouré d'histoires floues de disparitions, de collaborations secrètes et de fortunes amassées dans des périodes moralement ambiguës. Il avait très tôt compris que la France, qui s'était reconstruite après 1945, portait en elle de nombreuses zones d'ombre. L'équipe de restauration, en revanche, n'affichait pas la même froideur. Luc Bernard, l'historien chargé de superviser le projet, a immédiatement reconnu des symboles gravés sur le mur du fond du sous-sol. Discrets, presque invisibles, ils étaient pourtant indubitables pour quiconque connaissait l'histoire locale. Des marques utilisées pendant l'occupation nazie pour identifier les lieux d'interrogatoire improvisés en dehors des archives officielles. Luc tenta de prévenir Étienne. Il lui expliqua que, dans des régions reculées comme celle-ci, il était courant que des propriétés privées servent de lieux de détention illégale, souvent perpétrés par des Français contre d'autres Français. Des personnes accusées de collaboration avec la résistance, des voisins dénoncés pour rivalité, des femmes soupçonnées de liens avec des soldats allemands. Beaucoup ne réapparurent jamais. Étienne écoutait en silence. Il n'interrompait pas, ne posait pas de questions. Il autorisait simplement que tout soit documenté, photographié et catalogué. Rien ne devait sortir sans son accord. Pendant ce temps, à l'extérieur du manoir, l'atmosphère sociale commençait à se transformer. Le village voisin réagissait presque spontanément à l'activité. D'anciens habitants, auparavant reclus, commencèrent à observer la propriété de loin. Certains manifestaient de la curiosité, d'autres un malaise évident. Un silence pesant s'installait chaque fois que le sujet était abordé dans les cafés du village. Une femme âgée, Madeleine Rousseau-Étienne, fut la seule à l'aborder directement. Un matin, elle se présenta devant le portail, appuyée sur sa canne, et demanda à parler au propriétaire. Lorsqu'Étienne se présenta, elle ne fit aucun commentaire sur les travaux. Elle déclara simplement que cette maison avait déjà coûté trop de vie et que certains lieux ne devaient pas être restaurés, mais oubliés.
Avant qu'il puisse répondre, Madeleine avait disparu. Luc Bernard, de plus en plus inquiet, entreprit des recherches dans les archives régionales. Il y découvrit d'étranges lacunes entre 1943 et 1945. Des rapports interrompus, des comptes rendus d'emprisonnement non résolus, des noms qui n'apparaissaient qu'une seule fois et disparaissaient à jamais. L'un d'eux attira son attention, Henri Moreau. Ce nom de famille n'est pas passé inaperçu. Luc a recoupé les dates, les adresses et les documents. Le nom d'Henri Moreau apparaissait lié au manoir, mais pas comme propriétaire. Il était répertorié comme agent administratif temporaire pendant l'occupation allemande, une fonction courante attribuée aux civils locaux jugés dignes de confiance. Après 1945, Henri a complètement disparu des registres publics. Aucun acte de décès, aucune mention de lui dans les procédures de purge d'après-guerre. Lorsque Luc apporta cette information à Étienne, il rencontra quelque chose d'inhabituel, de l'hésitation. Henri était le nom de son grand-père. Pour la première fois depuis le début du projet, Étienne sentit que l'hôtel particulier n'était pas qu'un simple investissement ou un monument historique. Il était lié à ses propres origines, à une période soigneusement passée sous silence au sein de sa famille. Le sous-sol cessa d'être un simple espace physique. Il devint un lieu de mémoire. Une extension d'un passé enfoui, étayé par des omissions délibérées. Et plus l'histoire se dévoilait, plus il devenait évident que l'abandon de la maison n'était pas dû au hasard. La découverte du nom Henri Moreau, les anciens documents, ont irrémédiablement modifié la dynamique de la rénovation. Ce qui s'était auparavant déroulé avec une précision quasi professionnelle s'est caractérisé par des décisions plus prudentes, presque défensives. Étienne n'a pas ordonné l'arrêt des travaux, mais il n'a pas non plus permis que l'on touche au sous-sol sans sa présence. Chaque accès était consigné, chaque objet catalogué 2 fois. L'hôtel particulier a peu à peu cessé d'être un simple projet pour se transformer en un territoire sous surveillance. Luc Bernard approfondit ses recherches. Il visita les archives départementales, les paroisses, les mairies et les collections privées de vieilles familles de la région. La résistance initiale était toujours la même, un silence poli, des portes entr'ouvertes, des réponses vagues. Mais, à force de persévérance, des bribes d'informations commencèrent à émerger. On parlait de arrestations nocturnes, des camions arrivant sans papier, des personnes emmenées au manoir et qu'on ne revoyait jamais. Tout cela s'est produit sous l'administration provisoire d'Henri Moreau. Aucun document ne l'accusait directement, aucune preuve formelle, seulement son absence. Et dans la France d'après-guerre, l'absence était souvent la forme d'acquittement la plus efficace. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, l'atmosphère se dégradait. Des ouvriers commencèrent à signaler des incidents similaires, une sensation d'être observés au sous-sol, des bruits métalliques provenant des murs, des outils déplacés. L'un d'eux jura avoir vu des marques récentes superposées à d'anciennes rainures dans le sol, comme si quelque chose avait été traîné à nouveau. L'hypothèse du vandalisme a été écartée. Le site est resté fermé et surveillé. Étienne commença à descendre seul à la cave la nuit, non par curiosité, mais par besoin de contrôle. Il y restait en silence, observant les détails, touchant les murs, cherchant à comprendre la logique de cet espace. Peu à peu, il commença à reconnaître des schémas, la position des chaînes, la hauteur exacte des marques, la distance calculée entre la table centrale et le mur. Rien n'avait été improvisé. Le manoir n'était pas simplement utilisé, il avait été adapté. Luc introduisit alors un nouvel élément dans le conflit. Un carnet partiellement brûlé, trouvé dans les archives d'une famille locale. Les pages lisibles décrivaient des interrogatoires menés en dehors du circuit officiel allemand, organisés par des civils français. L'objectif n'était pas d'obtenir des informations, mais éliminer les menaces internes sans laisser de traces officielles. L'emplacement mentionné correspondait aux coordonnées du manoir. Le nom d'Henri n'était pas mentionné. Mais le poste, la fonction et la période correspondaient. Étienne réagit froidement. Il affirma que rien de tout cela ne prouvait la culpabilité.
Il soutint que, durant l'occupation, beaucoup avaient accepté des postes administratifs pour protéger leur famille et que les jugements tardifs étaient toujours injustes. Luc ne contesta pas ouvertement, mais insista sur le fait que la vérité n'avait pas besoin d'intention, seulement de conséquences. Le conflit s'est intensifié lorsque, lors de la démolition d'une fausse cloison au sous-sol, l'équipe a découvert « restes humains ». Il ne s'agit pas d'un squelette complet, mais de fragments, phalanges, dents, parties de côte, mêlées à de la chaux et du sable. La méthode employée suggère une dissimulation délibérée et non un enterrement. La police a été appelée. La présence des autorités transforma le manoir en un lieu d'enquête criminelle. Des experts isolèrent le sous-sol, prélevèrent des échantillons et entreprirent un travail minutieux. Les médias locaux commencèrent à s'y intéresser. Les gros titres évoquaient une découverte historique et un possible crime de guerre. Le nom de Moreau recommença à circuler, désormais associé non plus à la philanthropie, mais à la suspicion. Étienne, jusque-là inconnu du public, fut contraint de prendre position. Dans de brefs entretiens, il réaffirma sa volonté de coopérer avec les autorités et que son objectif avait toujours été de préserver l'histoire, et non de la réécrire. Malgré cela, les tensions s'exacerbaient. Chaque nouvelle découverte rapprochait la vérité du passé. Sous la pression de journalistes et de collègues universitaires, Luc alla plus loin qu'Étienne ne l'avait espéré. Il retrouva des témoignages oraux, enregistrés dans les années 1970, jamais publiés auparavant. L'un d'eux mentionnait un homme qui régnait sur la maison pendant l'occupation, quelqu'un qui décidait qui entrait et qui ne sortait pas. Le témoin décrivait sa voix, sa démarche, sa froideur. Ces caractéristiques correspondaient aux descriptions connues d'Henri Moreau. L'antagonisme, auparavant diffus, prit alors des contours nets. Ce n'était ni la maison ni le sous-sol, mais le héritage qui résistait à la révélation. Étienne se trouvait tiraillé entre la préservation du nom de famille et la volonté de laisser éclater la vérité. Chaque pas vers la transparence représentait une perte de contrôle irréversible, et le conflit n'était pas seulement extérieur. La veille de l'extension des fouilles par la police, Étienne retourna à la cave. Il y découvrit quelque chose qui n'avait été mentionné dans aucun rapport. Une inscription nouvellement mise au jour, sous la chose enlevée. Un nom gravé à la hâte, presque désespérément. « Je suis encore ici. Je suis toujours là. » Le message ne précisait pas s'il s'agissait d'un souvenir, d'un avertissement ou d'une accusation, mais il rendait toute retraite impossible. Le manoir abritait non seulement des restes humains, mais aussi une histoire qui refusait de rester enfouie. Le manoir étant partiellement bouclé par la police, les travaux de rénovation furent suspendus dans une atmosphère tendue. La maison demeurait étrangement vivante, éclairée, gardée mais silencieuse. Cette pause forcée permit intrigue secondaire. Ils émergèrent, tous gravitant autour du même noyau obscur, approfondissant le conflit sans le détourner. Le premier impliqué, Madeleine Rousseau-Luc parvint à la retrouver, et cette fois se montra plus à même de l'écouter. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui se souvient, mais comme une survivante. Pendant l'occupation, Madeleine était adolescente et vivait à quelques kilomètres du manoir. Son père avait disparu en 1944 après avoir été dénoncé pour avoir aidé la résistance. Son corps ne fut jamais retrouvé. Son nom figurait dans l'un des documents incomplets liés à la propriété. Madeleine n'avait jamais porté d'accusation formelle. Elle savait qu'après la guerre, nombre de responsables avaient été intégrés au nouvel État, protégés par un silence collectif. Pour elle, le manoir avait toujours symbolisé un accord tacite, oublié pour pouvoir continuer à vivre. La réouverture de la cave rompit ce pacte. La deuxième intrigue secondaire impliquait pression politique. Les autorités régionales commencèrent à s'inquiéter des répercussions de l'affaire. Elles ne souhaitaient pas que le cambriolage de la maison se transforme en scandale national, révélant la participation de civils français à des délits intérieurs. Des réunions discrètes furent organisées.
il fut suggéré de traiter l'affaire comme un épisode isolé, d'éviter de nommer les coupables et de limiter les responsabilités. Étienne a été invité à participer à ces conversations. Là, une nouvelle facette de son conflit intérieur apparut. Il pouvait coopérer en adoptant cette approche mesurée, préserver le nom de famille et clore l'affaire par des hommages discrets à la mémoire des victimes, sans désigner de coupable direct. Ou bien il pouvait laisser l'enquête suivre son cours, sachant pertinemment que cela impliquerait une remise en question brutale de l'origine même de sa fortune. La troisième intrigue secondaire se déroula plus discrètement, presque imperceptiblement. La dégradation émotionnelle d'Étienne Hill commença à avoir des difficultés à dormir. Il ne faisait pas de cauchemars précis, seulement des réveils brusques, toujours avec l'impression d'avoir oublié quelque chose. Durant la journée, il devenait excessivement méticuleux, relisant des rapports qu'il connaissait déjà et relevant des détails insignifiants. Son contrôle commençait à faiblir précisément parce qu'il essayait de le renforcer. Luc remarqua ce changement, mais évita de l'affronter directement. Il savait que faire pression sur Étienne à ce moment-là risquait de lui couper l'accès aux informations les plus sensibles. Il s'attacha donc à recouper les anciens témoignages avec les conclusions de la police scientifique. Les liens entre les noms, les dates et les rôles rendèrent de plus en plus difficile de maintenir l'idée de la neutralité d'Henri Moreau. Parallèlement, des experts ont découvert un deuxième compartiment caché au sous-sol, plus petit et encore plus isolé, se trouvaient des effets personnels. Une montre de poche, un mouchoir brodé d'initiales, un cahier d'écolier. Des objets qui n'appartenaient pas à des combattants, mais à de simples civils. Des personnes arrachées à leur quotidien et réduites à l'état de numéros inexistants. Cette découverte a introduit une nouvelle dimension de complexité. Il ne s'agissait pas seulement d'interrogatoires illégaux, mais d'élimination systématique des individus jugés gênants. Le sous-sol n'était pas un lieu de passage, c'était une destination finale. La pression du temps s'est accrue lorsque la police a annoncé que les restes seraient envoyés à Paris pour une analyse approfondie, ce qui élargirait l'enquête aux crimes contre l'humanité, sans prescription. Cela signifiait que, pour la première fois, quelqu'un pouvait être officiellement tenu responsable, même des décennies plus tard. Étienne reçut alors une lettre anonyme, discrètement déposée dans son logement temporaire. Son contenu était simple, direct, presque clinique. Certaines histoires coûtent plus cher qu'elles ne valent. Réfléchissez bien avant de continuer. Il n'y avait aucune signature, aucune menace explicite. Pourtant, le message renforçait l'impression que le passé n'était pas seulement étudié, mais bel et bien instrumentalisé, réagir. Toutes les intrigues secondaires convergeaient vers un même point inévitable. Le conflit ne pouvait plus se limiter au seul cadre historique ou juridique. Il était devenu personnel, politique et moral. Chaque choix avait désormais des conséquences irréversibles, et le temps n'était plus un allié. Le manoir, silencieux et immobile, semblait n'attendre que le moment où quelqu'un aurait le courage de reconnaître ce qui s'était passé à l'intérieur. Le tournant ne survint pas brutalement, mais comme une suite d'événements s'imbriquant avec une précision troublante, rendant tout retour en arrière impossible. Le manoir, jusque-là un espace de recherche contrôlé, devint l'épicentre d'une révélation qui allait définitivement changer le cours de l'histoire. L'analyse préliminaire des restes humains a révélé un détail inattendu. L'un des corps présentait une ancienne fracture à l'avant-bras, parfaitement consolidée, incompatible avec les méthodes d'interrogatoire décrites dans les dossiers. Cette fracture correspondait à un accident consigné dans un dossier hospitalier de 1938, un dossier que Luc avait trouvé par hasard en consultant des archives médicales locales. Nom du patient, Henri Moreau. L'implication était troublante. Henri n'avait pas seulement été l'administrateur, il était physiquement présent dans la cave. Et plus encore, l'un des restes correspondait, au moins partiellement,
à celui d'Henri lui-même. Cette découverte a fait voler en éclats le récit silencieux qui s'était construit au fil des décennies. Si Henri figurait parmi les morts, alors la structure du pouvoir au sein du manoir était bien plus complexe qu'on ne l'avait imaginé. Il n'avait pas seulement commandé, il avait été englouti par le système même qu'il avait contribué à créer. Luc présenta sa conclusion à Étienne dans une pièce improvisée du manoir, à l'abri des regards. Aucune accusation directe, seulement des faits, soigneusement agencés. Le silence qui suivit fut long et pesant. Étienne ne réagit pas par la surprise, mais par une rigidité presque physique, comme si son corps s'efforçait de contenir ce que son esprit refusait d'accepter. Quelques heures plus tard, une autre révélation a émergé, lors du retrait contrôlé du mur où se trouvait l'inscription. « Je suis encore ici. » Les experts ont découvert un compartiment métallique scellé incrusté dans la pierre, des documents protégés par un tissu ciré s'y trouvaient, des ordres signés, des listes de noms, des registres de service. Ils n'étaient pas en allemand, mais en français. L'écriture était ferme, précise et reconnaissable. Parmi les signatures, l'une revenait fréquemment, H. Moreau. Mais le véritable point de rupture est survenu avec la dernière page du coffret. Il s'agissait d'un rapport final daté d'août 1944, quelques jours avant la libération de la région. Henri y décrivait la nécessité de cesser les opérations pour éviter toute nouvelle exposition. Il évoquait des résistances internes, des désaccords et l'impossibilité de maintenir le contrôle. Le texte se terminait par une phrase courte, presque résignée. « Si la maison s'écroule, qu'elle s'écroule sur nous. » À cet instant, le conflit cessa d'être abstrait. Étienne comprit que son grand-père n'avait été ni un simple complice ni une simple victime. Henri avait été auteur et prisonnier le créateur et le damné. La cave n'avait pas été scellée uniquement pour dissimuler des crimes, elle l'avait été pour contenir quelque chose qui lui avait échappé. La police décida de rendre publics certains documents. La réaction fut immédiate. La presse nationale s'empara de l'affaire. Les historiens exigèrent une transparence totale. Des groupes de proches des disparus réapparurent, apportant noms, photographies et récits interrompus. Le passé, autrefois fragmenté, commença à se reconstituer irrémédiablement. Sous la pression croissante, Étienne reçut une proposition finale des autorités régionales. S'il acceptait de classer l'hôtel particulier comme monument historique sous administration nationale, l'enquête pourrait se concentrer non plus sur la responsabilité individuelle, mais sur la mémoire collective. Le nom des Moreau serait mentionné, mais noyé parmi tant d'autres. C'était la dernière occasion de préserver une partie du patrimoine familial. Étienne refusa. Cette décision marqua un véritable tournant dans l'histoire. Pour la première fois, il choisit de lâcher prise afin de révéler toute la vérité. Il autorisa la publication intégrale des dossiers trouvés sur la propriété, y compris ceux qui liaient directement Henri aux activités clandestines. Il savait que ce choix anéantirait non seulement son image publique, mais aussi le fondement symbolique de sa fortune. La nuit suivante, le manoir fut officiellement rouvert pour une dernière inspection avant d'être remis aux autorités. Étienne descendit seul une dernière fois à la cave. Là, il remarqua quelque chose qui ne figurait pas dans les rapports. L'inscription sur le mur avait changé. Maintenant, il ne disait plus que « Nous sommes encore ici, nous sommes toujours là ». Ce n'était pas une menace, c'était un constat. Ce tournant n'avait pas seulement révélé le passé, il avait aussi révélé que certaines histoires ne s'achèvent pas lorsqu'elles sont enterrées. Elles attendent. Et lorsqu'elles refont surface, elles exigent un prix que nul ne peut échapper. Le lendemain matin du tournant, le manoir s'est transformé en une épicentre des tensions sociales et historiques. La décision d'Étienne de remettre tous les documents, de rendre publics les dossiers et de permettre à l'enquête de se poursuivre immédiatement a provoqué une onde de choc. Les journaux régionaux, nationaux et internationaux ont commencé à couvrir l'affaire comme bien plus qu'une simple découverte archéologique ou historique. Il s'agissait de un crime ancien, caché pendant des décennies, enfin mis au jour. Luc Bernard, qui accompagnait Étienne depuis le début, remarqua le changement d'atmosphère. L'hôtel particulier, jadis silencieux,
vibrait désormais de la présence des enquêteurs, des journalistes et des curieux. Chaque pas dans les couloirs résonnait d'attente et de crainte. Les murs de pierre, d'ordinaire immobiles, semblaient absorber le murmure grandissant, transformant le silence macabre en une pression palpable. Parmi les effets immédiats, le plus évident fut l'impact sur Étienne, lui, qui avait toujours cru que le froid et la maîtrise suffiraient à gérer n'importe quelle situation, ressentait pour la première fois de plein fouet le poids de son héritage familial. Chaque signature retrouvée, chaque liste de personnes disparues portait la marque de son grand-père. Étienne commença à comprendre que son héritage personnel était intrinsèquement lié à des crimes qu'il n'avait jamais commis, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. La culpabilité collective, si ancienne soit-elle, l'enveloppait. La population locale a réagi de manière contradictoire. Certains considéraient l'exposition comme nécessaire, une occasion de donner enfin la parole aux disparus et de raviver la mémoire des victimes. D'autres y voyaient une profanation de secrets longtemps enfouis, une réouverture de plaies qui, selon eux, devaient rester à jamais cicatrisées. De petites manifestations ont eu lieu aux abords du manoir, tandis que les habitants de longue date observaient la scène avec un mélange de crainte et de respect, comme si la demeure avait retrouvé sa splendeur d'antan. Mouvement de son propre chef. Les autorités régionales, d'abord hésitantes, ont revu leur stratégie. Elles ont opté pour une procédure formelle, mais lente, afin d'éviter tout scandale politique. L'hôtel particulier a été placé sous surveillance permanente, avec des équipes réparties entre archéologie médico-légale, enquête criminelle et sécurité privée. Étienne, pourtant au cœur de l'opération, se sentait comme un spectateur de sa propre vie, témoin d'un passé qui ressurgissait de toutes parts. Parallèlement, de petites initiatives, mais significatives, ont vu le jour. Sous-relation parmi les personnages. Luc commença à travailler directement avec les familles des disparus, traduisant des documents, vérifiant des dates et recherchant des liens entre les noms et les archives historiques. Sa présence contribua à équilibrer Étienne, qui s'isolait souvent, préférant affronter seul les fantômes du passé. Le manoir continuait d'exercer son influence psychologique. Des ouvriers rapportaient d'étranges phénomènes, même après la réouverture partielle. Des portes qui claquaient toutes seules, des chaînes légèrement déplacées, des chuchotements indistincts résonnant dans les couloirs. Étienne commençait à douter de sa propre perception, mais il ne cédait pas. Chaque manifestation semblait confirmer que la maison, non seulement il gardait des secrets, mais il y réagissait aussi. Un autre effet important du point de basculement était l'exposition de la communauté scientifique et juridique. La publication des documents a suscité l'intérêt des historiens, des juristes et des journalistes spécialisés dans les crimes de guerre. Le manoir a commencé à être étudié comme un cas emblématique de l'occupation allemande et de la collaboration locale, et des publications universitaires ainsi que des débats publics ont soulevé des questions sur la mémoire historique, la responsabilité collective et la difficulté de concilier les faits sombres avec les récits familiaux. Pour Étienne, la conséquence ultime fut la transformation du manoir en un miroir de sa propre conscience. Chaque visite, chaque document analysé, chaque entretien accordé renforçait la conviction que le passé ne se résumait pas à de simples faits. Il devenait acteur d'une histoire passée sous silence, non pas chargée de l'effacer, mais de faire éclater la vérité. Le poids émotionnel était lourd. Étienne passait de longues heures seul, retournant à la cave, touchant les murs, étudiant les inscriptions et les marques qu'il avait auparavant ignorées. Il n'y avait pas de peur superstitieuse. Il y avait un profond respect se souvenant de ce dont la maison avait été témoin. Chaque décision, chaque action qui a suivi a été prise en pleine conscience du poids historique et moral qu'elle portait. La cave, enfin ouverte et explorée, révéla que l'histoire du manoir était indissociable de celle de la famille et de la région. Cette révélation confirma non seulement d'anciens crimes, mais montra aussi que le contrôle,
l'ambition et l'indifférence pouvaient engendrer des conséquences qui se répercutaient sur plusieurs générations. Étienne comprit alors que le véritable combat ne portait pas seulement sur la préservation matérielle du manoir, mais sur la réconciliation entre passé et présent, mémoire et héritage. Après des semaines de forte médiatisation et de tensions croissantes, Étienne Moreau commença à comprendre que son rôle n'était plus celui d'un simple investisseur ou d'un héritier éloigné. Le manoir, avec son sous-sol macabre et ses secrets séculaires, devint un catalyseur de changement. Chaque nouveau détail découvert, chaque nom révélé, obligeait Étienne à se confronter à sa propre vision du monde, de sa famille et de lui-même. Auparavant, il concevait la vie sous l'angle d'un contrôle absolu. Immobilier, finances, réputation. Chaque décision était calculée, chaque risque mesuré. Désormais, l'échelle avait changé. La responsabilité dépassait le matériel. Elle exigeait courage moral et sienne, comprit qu'il ne pouvait pas se contenter d'observer le passé sans prendre part à la tâche de réparer, même symboliquement, les erreurs héritées. Son parcours a débuté de manière pragmatique. Il a constitué une équipe interdisciplinaire, réunissant archéologie, histoire, droit et psychologie. Il souhaitait comprendre non seulement les faits, mais aussi l'impact humain de chaque détail. Plus qu'un simple relevé d'ossements ou de documents, Étienne s'est mis à écouter les témoignages des familles encore vivantes, reconstituant ainsi des souvenirs fragmentaires. Chaque conversation était une petite victoire sur le silence, et chaque récit confirmait l'ampleur des événements qui s'étaient déroulés dans le manoir. L'évolution personnelle d'Étienne se manifestait également dans ses interactions avec ses collaborateurs et collègues. Auparavant distant, impersonnel et froid, il commença à interagir plus directement, partageant ses découvertes et écoutant les opinions. Il laissa l'expérience collective influencer ses décisions, reconnaissant que la vérité historique n'était pas la propriété d'un seul individu. Un défi crucial se présenta lorsqu'il devint évident que le manoir, de par son histoire, ferait l'objet d'études internationales. Étienne dut faire face à des journalistes insistants, des historiens critiques et des militants des droits de l'homme. Au lieu de se laisser décourager, il commença à considérer chaque question comme une occasion d'apprendre. Il accepta de longs entretiens approfondis, faisant preuve d'une réelle volonté de transparence totale, sans pour autant protéger automatiquement le nom de famille. Ce processus de confrontation eut des effets immédiats sur son psychisme. Auparavant dominé par le besoin de contrôle, Étienne apprit à tolérer l'incertitude, vivant avec des faits qu'il ne pouvait changer et agissant malgré tout avec éthique. Chaque pas dans la cave, chaque analyse de documents, chaque conversation avec des survivants ou des descendants de victimes a consolidé sa transformation d'un homme guidé uniquement par la logique à quelqu'un capable de percevoir la dimension humaine du passé. Parallèlement, Étienne devait surmonter une résistance intérieure liée à son propre héritage. La découverte que son grand-père, Henri Moreau, n'était pas simplement une victime ou un complice, mais une figure complexe aux choix moralement ambigus, ébranla les convictions familiales. Étienne commença alors à moins se soucier de la réputation et davantage de responsabilité historique, comprendre que l'héritage ne se limite pas à la richesse, mais qu'il entraîne aussi des conséquences qui s'étendent sur plusieurs générations. Le manoir, en tant que lieu physique, continuait de poser des problèmes. Certaines pièces restaient interdites d'accès, des marques au sous-sol indiquaient des activités anciennes et récentes et des inscriptions énigmatiques telles que « Nous sommes encore ici ». Ils ont souligné que l'histoire de la maison n'était pas figée. Étienne devait apprendre à vivre avec la tension, agir avec prudence et détermination, et reconnaître que certaines vérités ne s'assimilent que progressivement, avec patience et courage. L'apogée de sa maturation morale survint lorsqu'Étienne décida d'ouvrir le manoir à des visites encadrées, le transformant en un mémorial historique. Il ne s'agissait pas seulement de préserver le patrimoine architectural, mais aussi de reconnaître les vies perdues et les erreurs du passé.
Il a lui-même guidé certaines visites, expliquant le contexte, présentant des documents, écoutant les questions et les témoignages. Cette expérience a consolidé sa transformation. Étienne était désormais capable de transformer la douleur et le silence en savoir et en mémoire collective. Entre-temps, sa relation avec Luc Bernard évolua. D'historien observateur, Luc devint un allié et un mentor. Ensemble, ils s'attachèrent à reconstituer le passé avec rigueur, mais aussi avec sensibilité. Étienne apprit que la vérité exigeait collaboration, patience et humilité, des qualités auparavant sous-estimées en raison de son tempérament maîtrisé et pragmatique. À la fin de cette phase, Étienne n'avait pas seulement été confronté au sombre héritage de son grand-père, mais il avait surmonté sa propre peur d'affronter l'inconnu. Le manoir, jadis symbole de pouvoir et de contrôle, était devenu un pont entre le passé et le présent, entre la culpabilité et la réparation, entre le silence et la mémoire. Malgré la transformation et l'engagement d'Étienne, le manoir conservait toute sa puissance inquiétante. Le passé demeurait présent, silencieux, mais actif. À mesure que les intrigues secondaires approchèrent de leur dénouement, la tension narrative s'intensifiait, menant inévitablement au dénouement tant attendu. La révélation complète du secret enfoui dans la cave. Étienne s'occupa d'abord de conclure les intrigues secondaires. Madeleine Rousseau, désormais plus confiante, a permis que son histoire soit intégrée aux archives officielles. Elle a guidé les chercheurs vers des lieux voisins où des traces d'autres personnes disparues avaient été découvertes, fournissant des récits qui reliaient les noms au reste. L'impact émotionnel fut profond, mais nécessaire. Chaque témoignage recueilli a renforcé la mission d'Étienne et a transformé le mémorial en un lieu vivant, chargé de mémoire et de vérité. La pression politique commença également à s'atténuer. Les autorités régionales, d'abord réticentes, reconnurent que la mise au jour complète du manoir était inévitable. Étienne mena des négociations délicates afin que la préservation historique ne soit pas sacrifiée aux intérêts bureaucratiques, conciliant le désir de transparence et la nécessité de respecter les victimes. Le pouvoir du manoir, jadis source de crainte, devint alors un outil de reconstruction historique. Au même moment, les signes étranges à l'intérieur de la maison, chaînes légèrement déplacées, chuchotements indistincts, portes qui semblaient bouger d'elles-mêmes, commencèrent à s'intensifier. Les ouvriers rapportèrent que le sentiment d'être observés augmentait à mesure qu'ils approchaient de la partie centrale du sous-sol. Étienne réalisa que l'atmosphère semblait répondre à la proximité de la vérité, rendant impossible d'ignorer ce qui allait être révélé. Luc Bernard, fort de son expérience universitaire, avait prévenu que le dénouement ne serait pas seulement une découverte matérielle, mais aussi une épreuve psychologique et morale pour tous les participants. Chaque action, chaque décision, chaque confrontation avec des documents, des restes humains et des inscriptions énigmatiques contribuait à créer une tension presque palpable. L'environnement physique de la demeure intensifiait l'impact émotionnel. L'étroite cave, les murs de pierre, la lumière tamisée, autant d'éléments soigneusement préservés, servait désormais de décor au dénouement. Le dernier point de préparation consistait pour Étienne à confronter directement l'histoire de leur propre famille. Il passa en revue tous les documents d'Henri Moreau, réanalysa chaque détail des opérations menées dans la cave et se confronta à sa propre perception du pouvoir, de la culpabilité et de la responsabilité. C'était l'ultime étape avant d'affronter ce que recelait la cave. Un acte de courage, non seulement physique, mais aussi moral. Le récit s'écoulait rapidement, alternant scènes d'action, ouverture de compartiments, analyse de documents, accueil des visiteurs et moments de tension contenue, chargés d'une anticipation palpable. Point de longue réflexion superflue. Chaque pas comptait, chaque décision avait des conséquences directes et le rythme s'accélérait progressivement. Étienne ne pouvait reculer. Le manoir exigeait qu'il mène à bien sa mission.
Dans les jours précédant le point culminant, de petites choses ont émergé. Épisodes d'avertissement. Les inscriptions anciennes se dévoilaient plus clairement. Des marques sur les murs semblaient orienter l'enquête. Et l'atmosphère lourde de la cave laissait présager que le secret était sur le point d'être révélé. C'était comme si la maison elle-même guidait les pas d'Étienne et de Luc, préparant le terrain pour l'instant décisif. Le point culminant ne se limitait pas à l'ouverture d'un compartiment ou à la révélation d'un document. Il impliquait confrontation totale avec le passé, chaque intrigue secondaire, le témoignage de Madeleine, la réaction de la communauté, les pressions politiques et l'impact psychologique sur Étienne convergeaient vers ce moment. La tension était non seulement narrative, mais aussi émotionnelle. Tous les personnages étaient irrémédiablement liés au manoir et à la cave. Et au seuil du dénouement, Étienne comprit quelque chose d'essentiel. La vérité absolue sur le passé ne se résumait pas à des crimes ou à des héritages familiaux. Elle concernait réconciliation avec la mémoire, courage d'affronter la réalité et acceptation des conséquences. Se préparer au point culminant impliquait de comprendre que le manoir, avec tout son poids macabre, n'était pas seulement un lieu, mais le reflet de l'histoire humaine elle-même, pleine d'ombres, de choix difficiles et finalement de révélations inévitables. Le point culminant de l'histoire commença lorsqu'Étienne descendit seul à la cave, muni seulement de lanternes, de gants et d'une détermination silencieuse. L'air était lourd, humide, imprégné de décennies de secrets et de silence. Chaque pas résonnait dans les murs de pierre, comme si le manoir lui-même respirait, conscient que l'heure décisive avait enfin sonné. En atteignant le compartiment métallique resté scellé pendant des années, Étienne ressentit une pression presque physique. Ce n'était pas seulement la tension liée à l'ouverture du compartiment, mais responsabilité morale pour affronter une fois pour toutes l'histoire que la famille avait tenté d'enfouir. Luc restait dehors, attendant le signal, conscient que ce qui serait révélé là-bas changerait tout. Avec précaution, Étienne déverrouilla l'antique mécanisme. Le métal grinça, son écho résonnant dans l'espace souterrain. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des documents ou des restes humains. Il y avait une collection d'objets personnels, des horloges, des photographies, des lettres, chacun directement lié aux victimes du manoir. Mais ce qui a attiré son attention, c'était un journal intime intact de la main ferme d'Henri Moreau. Il avait survécu, au moins assez longtemps pour consigner ses derniers actes, pensées et regrets, avant de sceller la cave. En ouvrant le journal, Étienne comprit qu'Henri n'était pas qu'un administrateur froid ou un exécutant de décisions cruelles. Il était un homme tourmenté, conscient de la gravité de ses actes et du sort réservé aux personnes sous son autorité. Il détaillait dans son journal ses opérations, mais révélait aussi ses tentatives pour protéger certaines vies chaque fois que cela était possible. On y trouvait des noms barrés, des codes secrets et des instructions pour que certains objets soient cachés et non détruits, afin que la vérité puisse un jour éclater. La lecture du journal provoqua chez Étienne un mélange d'horreur et de compréhension. Horrifié par les crimes, mais comprenant qu'Henri avait agi sous l'emprise de la peur et de la contrainte, Étienne ressentit pour la première fois que le passé de la famille ne pouvait pas être simplement effacé. C'était un fardeau, mais aussi une vérité nécessaire. Pendant que je lisais, la lumière de ma lampe torche a illuminé une inscription que je n'avais pas remarquée auparavant. Ce qui est caché ne reste jamais silencieux. Ce qui est caché ne reste jamais silencieux. La phrase résonna dans l'esprit d'Étienne. C'était comme si le manoir lui parlait directement, lui rappelant que son rôle était désormais d'honorer la mémoire, même face à la terreur et à la culpabilité. Tous les éléments du passé s'assemblaient enfin. Les restes humains, les documents, les témoignages des survivants et le silence de la communauté locale. Tout convergeait vers une seule et inéluctable vérité. Le manoir ne pouvait plus être considéré comme un simple site patrimonial. Il devait être reconnu comme un lieu de mémoire.
Au moment de la tension la plus vive, Étienne comprit que le passé n'était pas seulement contenu dans le journal ou les objets. Il était présent en chaque ombre, chaque marque sur les murs, chaque rampe usée de l'escalier en pierre. C'était comme si le manoir avait attendu des décennies que quelqu'un ait le courage d'affronter la vérité sans hésitation. Et Étienne était là, enfin prêt à assumer ce rôle. L'instant d'après, Étienne retira soigneusement tous les documents et objets du compartiment, répertoriant chaque élément par des photos, des notes et des descriptions. Il n'hésita pas, ne se retourna pas. Il savait qu'en agissant ainsi, il accomplissait non seulement son devoir historique, mais qu'il se confrontait aussi à l'héritage moral de sa propre famille. La révélation complète n'apporta pas de soulagement immédiat. Elle apporta clarté, responsabilité et, pour la première fois, un véritable sentiment d'utilité. Lorsqu'Étienne monta au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier, il trouva Luc qui l'attendait. Sans un mot, ils échangèrent un regard éloquent. Le passé avait été confronté. Le secret enfoui depuis 80 ans avait enfin été révélé. Mais plus important encore, Étienne n'était plus le même homme qu'à son arrivée à l'hôtel particulier. Il avait mûri, apprenant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais action consciente face à l'inconnu. Le point culminant s'est conclu par la décision formelle d'Étienne d'ouvrir le manoir au public. Mémorial historique, afin que toute l'histoire, avec toute sa complexité morale, soit connue. Le sous-sol, désormais étudié et préservé, est devenu un symbole de mémoire et de savoir, tandis que le manoir tout entier représente non seulement un héritage familial, mais la mémoire collective d'une communauté marquée par le silence et l'horreur. L'acte final du dénouement ne fut pas explosif, mais profond. Étienne, debout devant la cave, sentit qu'il avait accompli sa mission. Il n'avait pas changé le passé, mais il avait donné la parole aux victimes et affronté l'héritage familial avec honnêteté et courage. L'écho de siècles de secrets avait enfin trouvé une réponse, et le poids du silence commença à se dissiper, remplacé par mémoire, justice symbolique et reconnaissance historique. Des mois se sont écoulés depuis que le secret du sous-sol du manoir a été entièrement révélé. Les répercussions historiques, sociales et personnelles de ces découvertes ont transformé non seulement Étienne, mais toute la communauté environnante. Le manoir, jadis symbole de richesse et de pouvoir familial, est devenu un lieu de mémoire et de réflexion, ouvert au public en tant que mémorial aux vies fauchées et aux crimes silencieux restés cachés pendant des décennies. Étienne parcourait désormais les couloirs avec un sentiment différent, non plus celui d'un contrôle absolu, mais celui d'un sentiment de respect et responsabilité. Chaque objet préservé, chaque photographie restaurée, chaque document exposé rappelait que l'histoire n'appartient pas à ceux qui la dissimulent, mais à tous ceux qui la vivent, l'étudient ou y réfléchissent. Il apprit que le poids d'un héritage ne se mesure pas seulement à la richesse, mais aussi au choix, aux legs et à leurs conséquences. Les relations humaines trouvèrent également leur apaisement. Madeleine Rousseau devint consultante pour le mémorial, accompagnant les familles des disparus lors de leurs visites et contribuant à la reconstitution des souvenirs perdus. Luc Bernard poursuivit l'étude des archives du manoir, bénéficiant désormais d'une totale liberté d'accès et contribua à des publications universitaires et aux débats sur l'occupation française. Étienne, quant à lui, trouva un équilibre entre sa vie personnelle et sa mission historique. Il garda la maîtrise de la préservation du bien, tout en permettant à l'espace de servir la cause, éducation, mémoire et justice symbolique. Le manoir a retrouvé sa vocation sociale. Les visiteurs ont fait part de sentiments de respect, de réflexion, voire de malaise face à l'ampleur des révélations. Mais surtout, il y avait une prise de conscience. Chaque récit raconté, chaque document présenté, chaque témoignage enregistré, transformant l'horreur du passé en leçon pour le présent et pour les générations futures. Sur le plan personnel, Étienne s'est rendu compte que son évolution ne s'était pas limitée à la confrontation avec le passé de sa famille, mais qu'elle concernait
se faire facile, appris à gérer la culpabilité, la responsabilité et l'héritage sans se laisser paralyser par ces éléments. Chaque décision prise lors des fouilles et de la préservation du manoir témoigna de sa maturité. Courage face à l'inconnu, empathie face à la souffrance d'autrui et honnêteté face à la vérité historique. L'héritage d'Henri Moreau, bien que terni par des crimes et des décisions discutables, a été réinterprété de manière plus nuancée. Le grand-père d'Étienne n'est devenu ni un héros absolu, ni un monstre absolu. Il s'inscrit dans une histoire plus vaste, humaine et ambiguë qui exige une réflexion critique et une compréhension du contexte. Étienne a accepté cette dualité, comprenant que l'histoire est faite de nuances. Et préserver la vérité exige du courage pour affronter non seulement le passé, mais aussi les fantômes qu'il laisse en nous. Finalement, le manoir retomba dans le silence. Il n'était plus accablé par le poids oppressant de décennies de secrets, mais par la tranquillité d'un espace qui a rempli sa fonction historique. Les portes du sous-sol restaient ouvertes à l'étude. Les couloirs étaient fréquentés par les historiens et les visiteurs, et la mémoire des victimes avait enfin trouvé une place digne de ce nom. Étienne savait que l'hôtel particulier ne cesserait jamais de raconter son histoire, et que lui, gardien de cet héritage, avait accompli sa mission, transformer la douleur et le silence en mémoire, en savoir et en justice symbolique. Des années plus tard, le manoir en France demeurait un lieu de mémoire respecté, attirant des visiteurs du monde entier. Étienne, désormais plus serein, observait étudiants et chercheurs arpenter les couloirs jadis empreints de silence et de crainte. Madeleine continuait d'accompagner les familles, tissant des liens entre récits et souvenirs. Luc publiait des études et des comptes rendus détaillés, perpétuant ainsi la dimension historique du lieu. Et au sous-sol, une nouvelle inscription apparut, discrète mais éloquente. La vérité persiste, même dans l'ombre. La vérité persiste, même dans l'ombre. Le manoir n'était pas qu'un simple monument. C'était un rappel que le passé, aussi obscur soit-il, ne disparaît jamais vraiment. L'histoire du manoir en France nous rappelle que le passé ne disparaît jamais complètement. Il attend d'être découvert, compris et remémoré. Si ce récit a éveillé votre curiosité, votre empathie ou votre désir de réfléchir au choix, à la mémoire et à l'héritage, partagez-le avec vos proches. Discutez de ce que vous feriez à la place d'Étienne ou de la manière dont l'histoire d'une famille peut influencer des générations. Exprimez vos impressions, posez des questions et contribuez à perpétuer le souvenir de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Chaque réflexion et chaque partage est une forme de honorer la vérité et l'histoire.